Merci à vous pour l'invitation. Alors, je ne sais pas si j'ai la main, par contre, sur les slides, comment faire? C'est vous qui Oui, juste en dessous de la slide, il y a un petit ovale avec, où il y a marqué vaccin Covid et une petite flèche à côté. Vous pouvez cliquer dessus, ça fait bouger les diapositives. Très bien. Donc, merci à vous. On va revenir un peu sur du biomédical. Alors, comme en dehors d'être médecin et chercheur, je suis également chanteur, je me situe plutôt sur le Titanic que sur la recherche française. Pour commencer, mes déclarations d'intérêt qui sont importantes. Alors, je suis désolé parce qu'il y a des petites incompatibilités visiblement Mac, PC, donc il y a des choses qui sont un petit peu décalées. Juste une petite blague sur cette déclaration d'intérêt. Vous savez que le professeur Raoult, dans ses différentes publications récentes, où il fait un lien direct avec une corrélation entre les gens qui sont contre l'utilisation de la chloroquine et qui ont reçu des grants de Gilead. Alors j'ai reçu des grants de Gilead. J'avais un avis qui était partagé sur l'hydroxychloroquine, mais je dois être du côté obscur de la force, je pense, pour lui. Alors, on va parler donc des coronavirus, sur lequel effectivement a beaucoup travaillé Bruno Canard. Il existe à l'heure actuelle 7 coronavirus qui sont susceptibles d'infecter l'homme. Certains sont à l'origine de pathologies bénignes. Ils ont des noms sous forme de lettres et de chiffres, NL63, 229E, HKU1 et OC43. Et 3 qui sont à l'origine de pathologies beaucoup plus graves. Le SARS-CoV qui est apparu il y a une quinzaine d'années, le MERS-CoV peu de temps après, et celui qui nous intéresse, le SARS-CoV-2, qui est responsable du Covid-19, sachant que ces 3 virus sont à l'origine de pathologies qui sont assez proches d'un point de vue clinique. Alors, chose importante, ici vous avez la structure des virus SARS-CoV-2, avec, vous le voyez en haut, ce sont des virus ARN. L'ARN est en forme de couronne, d'où le nom de coronavirus. Je vous ai mis cette diapositive non pas pour complexifier le message, mais simplement pour vous rappeler que la plupart des vaccins visent à induire une réponse contre les protéines les plus externes des virus. Et dans le cadre du coronavirus, des coronavirus, ce sont les protéines qui sont ici en jaune, qui sont les protéines dites spike. Donc, point important, c'est que il existe, évidemment, on parle du SARS-CoV-2, mais on sait d'ores et déjà qu'il existe une diversité du SARS-CoV-2. Et ici, c'est un arbre phylogénétique avec les différentes souches qui ont pu être identifiées jusqu'à présent depuis le début de l'épidémie. Et certaines souches sont plus fréquentes en Europe et d'autres sont plus fréquentes en Asie, et c'est le cas notamment du sous-type B. Alors c'est intéressant, vous en avez sans doute entendu parler avec la deuxième vague, ou en tout cas la réapparition de l'épidémie en Chine, où il semble que ce soit plutôt des souches qui soient originaires d'Europe qui soient responsables de cette deuxième vague. Donc c'est important pour comprendre les flux de population, ce qui peut être à l'origine de la réapparition de la pathologie dans ce pays. Ce qui est important en termes de vaccination, c'est que pour l'instant, on mesure mal quelle va être l'évolution au long cours de cette diversité, et est-ce que cette diversité va induire des réponses immunologiques qui vont être très différentes au cours du temps entre les différentes souches virales qui vont apparaître, et donner d'éventuels échecs aux stratégies vaccinales, comme on peut le voir avec le vaccin contre la grippe. Ça, malheureusement, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour le savoir. Alors, on en a parlé rapidement lors de la précédente présentation, avec l'exemple de Bruno Canard. Finalement, assez peu de gens travaillent sur les coronavirus parce qu'ils sont à l'origine de pathologies bénignes,
et les seules pathologies graves, en fait, ont rapidement été contrôlées, ce qui fait que finalement, ce sont des virus qu'on connaît assez mal, et en tout cas, on connaît assez mal la réponse immunitaire contre les coronavirus qui ne sont pas responsables d'infections graves. Ici, je vous donne quelques résultats concernant la réponse immunitaire contre les coronavirus qui ne sont pas ceux du SARS et ceux du MERS. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a une immunité de courte durée qui est environ de 5 mois et entre 5 mois et un an, et elle avait pu être estimée de manière plus précise lors d'une étude menée il y a maintenant 30 ans de challenge viral, c'est-à-dire qu'on avait infecté des gens avec la souche 229E, enfin le coronavirus 229E, et ce que l'on voyait, qui est représenté sur le schéma que vous avez en bas, vous avez en blanc des gens qui avaient déjà une protection, déjà des anticorps au moment où ils ont été infectés, et ces gens-là vont être protégés pendant environ un an, et puis ceux qui n'avaient pas d'anticorps vont présenter des signes d'infection au coronavirus, donc le nez qui coule, de la fièvre, et puis vous voyez monter en noir le taux d'anticorps, et vous voyez que dans les deux groupes, vous avez une baisse du taux d'anticorps. Il y a un re-challenge à un an, et ceux qui avaient des anticorps préexistants, les anticorps ont disparu et vont faire des signes cliniques, et ceux en noir vont faire des signes cliniques qui sont moins importants. Tout ça pour dire qu'avec ces coronavirus banals, finalement, la durée de la réponse immunitaire est relativement courte, et c'est un véritable problème. Alors, qu'est-ce que l'on sait cette fois-ci sur les réponses anticorps contre le SARS-CoV-1, qui était responsable donc du syndrome de détresse respiratoire et aiguë lié au coronavirus, qui est apparu il y a environ une vingtaine d'années. On avait pu suivre les gens qui avaient été infectés, et on sait que là, la durée de persistance du taux d'anticorps est un petit peu plus longue, et vous voyez qu'elle se situe aux alentours de 2 ans sur le graphique, et qu'après 4 ans, 50% seulement environ des gens ont encore des anticorps, et qu'après 6 ans, il n'y a plus que 8% qui ont des anticorps. Alors c'est plus rassurant, avec une durée de persistance de l'immunité qui est un petit peu plus longue. Il faut savoir que quand on regarde des infections, par exemple comme la rougeole, lorsqu'on a été infecté enfant par la rougeole, on sait que l'immunité persiste à vie. Donc on est dans des infections très très différentes en termes de durée de persistance d'immunité naturelle, sans qu'on sache exactement quelles sont les raisons des différences entre ces différentes infections. Alors, qu'est-ce qu'on savait par ailleurs? C'est que plus, dans le cas du SARS-CoV-1, c'est que plus les symptômes étaient importants, plus le taux d'anticorps neutralisants, donc qui vont protéger contre l'infection, apparaissait précocement, et plus ils étaient élevés. Par ailleurs, il y a un autre type de réponse immunitaire qui protège contre les infections virales, qui sont les réponses lymphocytaires T. Et ces réponses lymphocytaires T visent moins à protéger contre l'infection, plus qu'à contrôler l'infection en détruisant les cellules infectées. On sait que dans les modèles animaux du SARS-CoV-1, cette réponse est suffisante pour contrôler la réplication du virus, ce qui est une bonne chose. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que chez l'homme, après infection par le SARS-CoV-1, contrairement à la réponse anticorps qui semble rapidement disparaître, la réponse cellulaire, elle persiste beaucoup plus longtemps, voire jusqu'à 10 ans. Et donc, il y a peut-être une raison ici d'espérer si cette réponse est importante pour le contrôle de l'infection. Malheureusement ou heureusement, l'épidémie de SARS-CoV-1 a été très rapidement maîtrisée. Donc, on ne sait absolument pas quelle est la pertinence
clinique de ces réponses à la fois anticorps et de la réponse cellulaire en termes de protection contre une réinfection par ce même gène. Alors, on vient de parler des anticorps. Ici, c'est une diapositive qui peut paraître un petit peu complexe. C'est simplement pour rappeler que les anticorps, vous voyez, représentés en violet, ont une forme en Y, que la forme qui fait un V des anticorps sont appelés le fragment FAB. C'est ce fragment qui va fixer directement ce qu'on appelle les antigènes, donc les structures contre lesquelles on veut être, les anticorps sont dirigés à la surface des virus ou ici des bactéries, et qu'il y a une autre partie de l'anticorps qui est la forme qui forme un I, qu'on appelle la forme FC, et qui participe à l'effet bénéfique de ces anticorps. En effet, ces anticorps peuvent avoir un effet ce qu'on appelle de neutralisation, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher un virus, une bactérie de rentrer dans leurs cellules cibles, mais ils peuvent avoir un effet via le fragment FC de destruction directe des bactéries ou des virus, soit par ce qu'on appelle l'activation du complément, soit par activation d'autres cellules. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que les anticorps, de temps en temps, n'ont pas une activité uniquement bénéfique, mais avoir un effet délétère, et cet effet délétère passe par ce fragment FC. Alors, il y a deux manières dont cet effet délétère peut être compris. Le premier, en fait, c'est via une augmentation de l'infection des macrophages. En effet, vous le voyez en haut à droite, vous avez un virus, en haut à gauche, excusez-moi, vous avez un virus qui est recouvert d'anticorps, et ces anticorps vont venir se fixer par leur fragment FC sur un macrophage via un récepteur à ce fragment FC, et ce macrophage est censé détruire le virus qui est entouré d'anticorps, et de temps en temps, en fait, cette lyse ne se fait pas, et ce récepteur au fragment FC va avoir uniquement comme effet de favoriser l'infection du macrophage, qui, lui, va pouvoir ensuite diffuser le virus. Donc, ça a un effet facilitateur. Il y a un autre type d'effet délétère qui peut survenir, c'est que même s'il n'y a pas infection de ce macrophage, la fixation de l'anticorps sur ce récepteur FC peut induire au sein du macrophage la synthèse de cytokines qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires, et participer au phénomène physiopathologique que l'on va voir. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est un point qui est important, un point d'inquiétude qui est important au cours de l'infection et surtout de la vaccination contre les coronavirus de type SARS-CoV-1 et possiblement de type SARS-CoV-2. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une publication qui est parue l'année dernière qui montrait qu'on pouvait induire des anticorps délétères dans les modèles singes après vaccination avec des protéines du SARS-CoV-1. Alors, le modèle macaque, c'est habituellement pas un très bon modèle d'infection par le SARS-CoV-1 parce que le singe arrive très, très vite à contrôler l'infection. Il y a peu de lésions pulmonaires caractéristiques de l'infection chez l'homme.
Pour autant, dans cette étude, les auteurs ont utilisé un vaccin sur lequel on reviendra tout à l'heure, qui est un vaccin de type MVA, dans lequel ils ont fait exprimer la protéine spike, donc la protéine la plus externe du SARS-CoV-1, et donc ils ont vacciné ces singes. Vous voyez ça ici en A, avec ce vaccin qui est susceptible d'induire des anticorps contre les protéines externes du virus. Et ils ont fait 2 injections, en voyant en bleu avec le vaccin ou avec un vaccin ne codant pas pour ces protéines, qui est le vaccin contrôle. Et ensuite, ils ont infecté les singes après 8 semaines avec le SARS-CoV. Alors, si vous regardez maintenant ce qui se passe en B, vous voyez le taux d'anticorps qui est produit suite dans ces expériences. Alors, les singes qui vont être vaccinés avec le vaccin qui code pour les protéines d'enveloppe va très rapidement faire des anticorps à un taux très élevé, alors que les singes qui ont été vaccinés avec le vaccin contrôle ne vont faire, eux, des anticorps qu'après infection, c'est-à-dire 1 semaine après infection. Vous voyez ici le pic qui apparaît en noir. Donc ça, c'est l'effet immunologique attendu. Il y a bien un effet d'induction d'anticorps avec le vaccin. Jusque-là, tout va bien. Quand vous regardez en C, là aussi, tout va bien. Ici, c'est la réplication du virus au niveau du nez chez ces singes. Et vous voyez en bleu toujours les singes qui ont été vaccinés avec le vaccin, et en noir ceux avec le vaccin contrôle. Et vous voyez très clairement, à 6 semaines après infection, qu'il y a un contrôle parfait de la réplication du virus chez les singes qui ont reçu le vaccin, contrairement à ceux qui ne l'ont pas reçu, qui répliquent le virus. Alors jusque-là, tout va bien. On se dit, tout marche bien. Ce qui est plus inquiétant, c'est que quand on va regarder l'état de ces singes, et c'est ce que vous voyez un petit peu moins bien, qui est la figure la plus à droite, et c'est ce qu'on appelle des scores histopathologiques. Ces singes, on regarde leur état clinique, et surtout on va ils vont être euthanasiés, et on va regarder les lésions pulmonaires. Et bien on voit que les lésions pulmonaires sont bien plus importantes, et les singes sont en moins bonne forme quand ils ont reçu le vaccin. C'est les 2 pics en bleu, à J7 ou à J35 post-infection, par rapport aux singes qui n'ont pas reçu le vaccin. Donc, alors même qu'il y a un effet immunologique, il y a un effet sur le contrôle de la réplication du virus, on voit très bien que les singes, eux, vont moins bien, comme s'il y avait un effet délétère de la réponse anticorps. Alors, on est allé vérifier si c'était bien lié aux anticorps, et on a récupéré les anticorps produits chez les singes ici à peu près à 1 semaine post-vaccination, et on est allé faire des perfusions de ces anticorps à d'autres singes qu'on a infectés 2 semaines après. Et on a vu exactement les mêmes choses, c'est-à-dire que ceux qui avaient reçu des anticorps provenant de singes vaccinés, allaient moins bien cliniquement et avaient des modifications histopathologiques au niveau de leurs poumons qui étaient bien plus importantes que les singes qui n'avaient pas été vaccinés. Alors, je ne vais pas entrer en détail sur les 3 figures qui sont en bas de cette diapositive, simplement pour vous les synthétiser. Qu'est-ce que les auteurs sont allés regarder? Les auteurs sont allés regarder si tout ça correspondait à l'effet délétère attendu passant par le fameux fragment FC des anticorps dont je vous parlais après sur les monocytes et les macrophages alvéolaires, et c'était bien le cas. Il semble que cet effet délétère des anticorps passe par ce fameux fragment FC, et que ça induit des modifications sur les macrophages alvéolaires. Alors ce qui est intéressant aussi dans cette
dans cette étude, c'est que en dehors de ce qui a été fait chez le singe, des études ont été faites chez l'homme, et les auteurs ont récupéré du sérum de gens qui avaient été infectés par le SARS-CoV-1. Ils ont montré dans cette étude que lorsqu'on utilisait le sérum de gens qui étaient morts du SARS-CoV-1, on avait un effet, le même type d'effet sur des macrophages au laboratoire avec induction de protéines pro-inflammatoires, alors que quand on prenait des anticorps de gens qui avaient guéri du SARS-CoV-1, on n'avait pas du tout cet effet. Donc comme si ces anticorps participaient d'une certaine manière aux problèmes, aux manifestations cliniques qu'on voyait dans les formes graves de SARS-CoV-1. Alors maintenant, venons-en à ce que l'on sait de la réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2 cette fois-ci. Alors on sait qu'il y a une réponse anticorps qui survient à peu près une semaine après le début des symptômes. Et vous voyez cette réponse qui figure ici, qui est représentée en pointillé, à la fois en vert et en violet. Pour synthétiser les différents résultats que l'on obtient, on sait que cette réponse arrive à peu près à J7, et elle a un pic à J14, et que les anticorps que l'on détecte sont des anticorps qui sont capables de neutraliser au laboratoire le virus, c'est-à-dire que quand on prend ces anticorps, qu'on essaye d'infecter des cellules in vitro avec du virus, et bien on arrive à bloquer, donc on est plutôt confiant. Chose importante, alors peut-être pas sur la partie du haut que je ne vais pas détailler, mais se centrer plutôt sur le graphique du bas, qui est très intéressant pour nous et pour les stratégies futures de vaccination, et qui était assez inattendu. C'est le taux de réponse en fonction de l'âge. Et on s'aperçoit que contrairement à ce qui est attendu avec d'autres virus, notamment le virus de la grippe, eh ben, les gens les plus âgés sont ceux qui ont le taux d'anticorps les plus élevés. Et on voit bien que si vous regardez les résultats obtenus pour la classe d'âge 45-39 ans, 15-39 ans, et celle obtenue pour celle de 60-85 ans, il y a une très grande différence, ce qui veut dire que l'infection naturelle, en tout cas, est très immunogène chez le sujet âgé, et donc potentiellement un vaccin serait immunogène également chez le sujet âgé, ce qui est important, encore une fois, pour les stratégies futures de vaccination. Alors l'autre pan de la réponse immunitaire, c'est la réponse lymphocytaire T, qui est beaucoup plus complexe à étudier. C'est pour ça que pour l'instant, il y a très peu de publications. Et il y a une publication qui a fait couler beaucoup d'encre, enfin, qui a été beaucoup discutée, notamment dans la presse ces derniers temps. C'est cette publication dans Cell, qui est résumée dans ce graphique. En gros, qu'est-ce que cette publication montrait? C'est qu'il y a une réponse anticorps contre le SARS-CoV-2, mais il y a aussi une réponse lymphocytaire T. Et surtout, ce qui était intéressant, il y a deux choses qui étaient intéressantes, c'est que cette réponse n'était pas limitée aux protéines les plus externes du virus, les protéines Spike, mais à toutes les protéines étaient présentes contre toutes les protéines du virus. Alors c'est attendu, hein, et notamment c'est ce qu'on voit contre d'autres, dans le cadre d'autres infections, comme le virus VIH ou n'importe quel virus. Et ça, c'est important pour les stratégies possibles de vaccination. Et l'autre chose, c'est ce qui est représenté en bas, c'est que les auteurs avaient récupéré des cellules, des prélèvements de patients qui avaient été infectés il y a plusieurs années avec des coronavirus banals, et ils ont pu montrer que dans le sang, il y avait des lymphocytes qui réagissaient contre des protéines du SARS-CoV-2,
Et donc, ils ont évoqué l'hypothèse de ce qu'on appelle d'une immunité croisée entre des coronavirus banals et le SARS-CoV-2, alors qu'il semblait que pour ce qui concerne en tout cas la réponse anticorps, il n'y avait pas d'immunité croisée. Donc on est allé assez vite en disant que cette immunité croisée, enfin ces résultats de laboratoire qui montrent plutôt des résultats biologiques et une activation de cellules après exposition au SARS-CoV-2 étaient responsables d'une immunité croisée qui était potentiellement protectrice. Je pense qu'il y a là des choses qui seraient vraiment à revoir et à rediscuter, et on est allé un petit peu vite en besogne sur l'explication que l'on donnait de ces résultats. Mais si on revient à la présentation précédente, je pense que de manière générale, au cours de cette infection, on a très bien vu il manquait de recul scientifique dans beaucoup d'interventions d'experts dans les médias, et ce qui a conduit à avoir de la part de la population une certaine méfiance à l'encontre des experts. Il y a aussi, je ne sais pas pourquoi, beaucoup d'experts qui sont exprimés en disant il y a une réponse contre le SARS-CoV-2, mais elle n'est pas protectrice. Ça, je ne sais pas du tout sur quoi ça reposait. Alors, on sait qu'il y a eu quelques cas de gens dont on s'est dit qu'ils pouvaient se réinfecter en Corée du Sud, mais enfin, c'était un ou deux cas, enfin, c'était vraiment des cas anecdotiques, alors qu'il n'y avait absolument aucun signal qui nous laissait penser qu'on pouvait se réinfecter, en tout cas à court terme, et que plutôt dans les modèles animaux, l'infection par le SARS-CoV-1 induisait une réponse immunitaire protectrice. En tout cas, maintenant, on sait, au moins dans le modèle macaque, quand on infecte des macaques par le SARS-CoV-2 et qu'on essaye de les réinfecter après, c'est ce que vous voyez ici sur cette diapositive en haut à droite, l'infection primaire et la réinfection qui survient ici 35 jours après, et bien vous voyez que les singes contrôlent très rapidement. Il y a une petite réplication au début, puis après, très vite, il n'y a plus de réplication du virus. Donc, l'immunité induite par le SARS-CoV-2 est protectrice. Ce que l'on ne sait pas, c'est la durée de la protection. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ce que l'on sait sur cette réponse immunitaire contre les coronavirus, qu'en est-il des vaccins que l'on va pouvoir utiliser? Alors, il y a des difficultés pour la mise au point d'un vaccin contre un virus émergent ou réémergent, comme l'est le SARS-CoV-2. Tout d'abord, il faut connaître les corrélats de protection pour savoir quelle réponse stimuler et avoir un modèle animal pertinent. Là, il semble que la réponse anticorps soit intéressante, mais vous avez vu que cette réponse anticorps, en tout cas dans le SARS-CoV-1, pouvait être potentiellement délétère. Donc, ça va être important de vraiment l'étudier. Et le modèle animal pertinent, il semble que, comme pour le SARS-CoV-1, ce soit vraiment le modèle singe qui soit pertinent. Les petits animaux le sont beaucoup moins. Ensuite, il y a des problématiques qui sont liées au type de vaccin. Les vaccins classiques vivant atténués, inactivés, où les protéines peuvent s'avérer dangereux ou inutiles ou imparfaits. Et puis, il y a des problématiques qui sont liées à la production d'un vaccin. On entend beaucoup parler de 12 à 18 mois. Vous savez que actuellement, l'estimation pour la mise au point d'un vaccin, c'est plutôt 10 ans. Et puis avec des coûts qui sont estimés entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Et puis avec des capacités de production qui peuvent être limitées. Alors, quelles sont les plateformes vaccinales qui sont utilisables? En fait, les plateformes classiques posent des problèmes au cours de la mise au point d'un vaccin contre un virus émergent, et on va utiliser des nouvelles plateformes. Et ces nouvelles plateformes, on souhaite qu'elles soient facilement utilisables, avec un développement rapide, obtenir tout type de réponses, des réponses à la fois anticorps ou des réponses cellulaires.
et ne nécessitant pas, comme les protéines, des doses importantes de vaccins, parce que les protéines sont, comme c'est le cas par exemple pour un vaccin contre l'hépatite B qui utilise les protéines d'enveloppe de l'hépatite B, sont plutôt des bons vaccins, mais nécessitent des quantités importantes d'antigènes, donc de vaccins, et donc les produire à large échelle en très peu de temps, c'est très compliqué. Et donc, ce qui va pouvoir répondre à ces exigences, c'est des nouvelles plateformes vaccinales que je vais vous décrire juste après. Ces plateformes vaccinales, c'est quoi ? Les premières, c'est ce qu'on appelle des vecteurs viraux recombinants. Alors, les vecteurs viraux recombinants, c'est quoi en gros ? Ce sont des virus, pour la plupart. Il y a d'autres plateformes qui sont utilisées, mais pour ce qui nous concerne, ça va être des virus qui sont en général des virus responsables de pathologies peu graves, ou des virus qui sont à l'origine de pathologies plus graves, mais qu'on a rendues non pathogènes, et à l'intérieur desquels on va exciser des fragments d'acide nucléique, ADN ou ARN, et remplacer par le bout d'ADN ou d'ARN qui va permettre de coder pour la protéine contre laquelle on va vouloir avoir une protection. Et dans le cadre du SARS-CoV-2, ce sont essentiellement les protéines d'enveloppe. Alors, il faut savoir que ce type de vaccin, il existe un vaccin déjà disponible chez l'homme qui utilise ce type de technologie, le vaccin contre la fièvre jaune, et il existe un certain nombre de vaccins également en médecine vétérinaire. Alors, on ne va pas revoir les vecteurs viraux, mais je vais vous donner l'exemple de deux plateformes, puisque ce sont celles-ci qu'on va voir très vite apparaître dans les essais vaccinaux dans les semaines ou dans les mois à venir. La première, ce sont des adénovirus. Les adénovirus, ce sont une autre famille de virus qui sont responsables de rhume chez l'homme, et on va, vous le voyez en haut, couper un petit bout de l'ADN du virus de l'adénovirus pour le remplacer par un bout d'ADN qui va coder pour la protéine d'intérêt. Alors, ces plateformes sont très facilement utilisables, elles sont très intéressantes. Elles ressemblent un petit peu, en termes immunologiques, elles sont intéressantes parce qu'elles ressemblent un petit peu à ce qu'on appelle aux vaccins vivants atténués, qui vont induire les meilleures réponses immunitaires parce qu'ils vont vraiment stimuler les cellules clés de la réponse, qui sont les cellules dendritiques. La principale difficulté avec cette plateforme, c'est qu'il peut exister des anticorps contre le vecteur lui-même. Et ces anticorps peuvent être à l'origine d'une inefficacité de ces virus, de ces vaccins, pardon. Alors, ces anticorps peuvent être préexistants ou peuvent être induits après la vaccination. Ça veut dire que s'ils sont préexistants, ça va empêcher l'efficacité primaire. Et si ils sont induits par la vaccination, ça veut dire que vous pourrez peut-être vacciner une fois, deux fois, mais après, la réponse va bloquer, la réponse immunitaire va bloquer directement le vecteur, qui ne pourra pas pénétrer dans la cellule dendritique, et vous n'aurez donc pas expression de votre protéine, et donc ça ne servira à rien. Et ce type de plateforme avait été testé, notamment beaucoup testé contre le virus VIH en utilisant un adénovirus qu'on appelle de type 5, donc un sérotype d'adénovirus qui est très présent dans la population, notamment sous nos latitudes. Et ça a été abandonné, en tout cas par les compagnies pharmaceutiques occidentales. Ça n'a pas été, vous le verrez, abandonné par les Chinois. Et les laboratoires utilisent maintenant d'autres types d'adénovirus. L'adénovirus 26 que vous voyez ici en gras, et malheureusement que vous ne voyez pas parce qu'il est caché sous les références en bas.
des adénovirus qui infectent les chimpanzés, qui sont appelés des chimp adénovirus. Et ça, c'est important parce qu'il y a actuellement les Anglais qui développent un vaccin qui fait appel à ces adénovirus qui infectent les chimpanzés comme vecteur viral. L'autre plateforme qui va être utilisée, ça va être la plateforme rougeole. Alors cette fois-ci, on prend le virus de la rougeole qu'on a rendu non pathogène. Et pareil, on va inclure à l'intérieur une partie codante pour ce qui nous concerne, pour les protéines de spike du SARS-CoV-2. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce que le virus rougeole est un virus ARN, et d'un point de vue technologique, c'est beaucoup plus facile d'aller modifier des virus à ADN avec des enzymes de restriction. C'est assez simple. Les virus ARN, ça nécessite des technologies qui sont un petit peu plus complexes. Pour autant, ce type de plateforme est utilisé, et notamment développé par l'Institut Pasteur à Paris. Ici, c'est une synthèse des avantages et des inconvénients. Je vous en ai déjà parlé. Les avantages, c'est que c'est probablement des plateformes vaccinales qui sont des très bons immunogènes qu'on va pouvoir produire en large quantité. Et le principal inconvénient, c'est l'existence d'une immunité anti-vecteur. Alors celle-ci n'est pas vraie pour tous les vecteurs. Je suis passé un peu rapidement sur la rougeole, mais le fait qu'on ait des anticorps anti-rougeole ne modifie en rien l'efficacité d'un vecteur vaccinal reposant sur la rougeole. On pourra entrer dans les détails si vous le souhaitez un petit peu plus tard. Alors l'autre plateforme qu'on va utiliser sont les vaccins ADN. Cette fois-ci, on n'utilise plus un vecteur viral en entier, on utilise un petit bout d'ADN que vous voyez représenté de manière très schématique en haut à droite. Et dedans, en violet pâle, là vous voyez, on va mettre le gène d'intérêt. C'est exactement ce qu'on avait fait pour le vecteur de type adénovirus, sauf que là, on prend que le petit bout d'ADN et on fait un plasmide, donc un ADN circulaire, et c'est ça qu'on va injecter. Alors c'est très intéressant, ça peut être fabriqué à faible coût, c'est très stable. Le problème, c'est que c'est probablement très faiblement immunogénique, c'est-à-dire ça induit une réponse immunitaire qui est quand même beaucoup moins important qu'avec des vecteurs viraux. Et pour optimiser l'efficacité de ces vaccins, il va falloir utiliser différentes manières de les délivrer en utilisant ce qu'on appelle des techniques d'électroporation ou autres. Donc, c'est très simple à faire. On peut le faire à faible coût, très stable, mais possiblement beaucoup moins efficace en termes de réponse immunitaire. Il faut savoir qu'il existe des vaccins vétérinaires disponibles qui reposent sur ce type de stratégie. Dernière plateforme qui va être utilisée dans le cadre du SARS-CoV-2, du Covid, sont les vaccins ARN. Alors, les vaccins ARN, c'est aussi une plateforme qui est très intéressante et qui a l'avantage, en fait, contrairement par exemple au vaccin ADN, d'induire une très bonne immunité. Pourquoi ? Parce que l'ARN sur forme monobrin est tout de suite reconnu par l'organisme comme une structure étrangère et va induire la stimulation de ce qu'on appelle de toll-like récepteurs. En gros, c'est un effet à la fois de vaccin et d'adjuvant. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment à ce titre-là très intéressant. Par contre, il existe au sein de l'organisme beaucoup d'enzymes qui très rapidement vont dégrader les ARN qui sont présents à l'extérieur de la cellule. Donc, il va falloir trouver une manière de vraiment pouvoir délivrer ce vecteur au sein de la cellule et ce qu'on appelle de vectoriser. Donc voilà pour les avantages. Les inconvénients, je dirais que pour l'instant, contrairement avec les autres plateformes vaccinales, on a peu d'études avec ce type de vaccin. Enfin,
en tout cas peu d'expériences chez l'homme. On n'a pas de vaccin vétérinaire. Et les expériences qu'on a chez l'homme, c'était des vaccins ARN un petit peu différents et de première génération, mais enfin en tout cas, les résultats étaient plutôt décevants. Donc voilà, on est plus sceptique sur l'efficacité potentielle de ce type de vaccin. Ici, la synthèse des différentes plateformes vaccinales, on ne va pas rentrer sur les détails, et simplement pour vous dire que ici, c'est les différents pathogènes émergents ou réémergents qui sont apparus ces dernières années. Et vous voyez les études qui ont été menées chez l'homme en phase 1, phase 2 ou en phase 3, et vous apercevez que finalement, il n'y a qu'un seul vaccin qui était un vaccin contre Ebola, qui utilisait un vecteur viral un petit peu différent, qui est le virus de la stomatite vésiculaire, peu importe. Enfin, pour l'instant, on n'a qu'un seul vaccin dont on est sûr qu'il soit efficace dans une phase 3. Tout le reste a été utilisé dans des phases 2 ou des phases 1. Donc, on reste quand même, pour l'instant, avec assez peu de données sur ce type d'approche, même si elle semble intéressante. Alors, qu'en est-il maintenant de l'application de ces différentes plateformes à la mise au point d'un vaccin contre le SARS-CoV-2 ? Il va falloir que ces différentes plateformes répondent aux critères OMS qui ont été édictés il y a déjà quelques temps. D'abord, il faut qu'il y ait une expérience avec l'utilisation de la plateforme pour d'autres pathogènes, pas être quelque chose de complètement nouveau. On voit qu'on en a à peu près avec tous, peut-être un petit peu moins avec les vaccins ARN. Il faut une minimisation du risque d'induction d'exacerbation de la maladie médiée par les mécanismes immunitaires. C'est ce dont je vous ai parlé, des résultats qu'on avait chez le singe. Une minimisation du temps nécessaire à l'initiation de phase 1. Il ne faut pas évidemment que ça dure 10 ans. Le potentiel de développement, de renforcement de collaboration internationale, et puis surtout un potentiel de production du vaccin à très grande échelle, parce que vous pouvez avoir un vaccin qui est très intéressant, très immunogène, mais enfin, si vous arrivez à développer uniquement 1 million de doses, peut-être que l'OMS n'a pas envie de vous donner de l'argent ou des moyens pour aller le développer. Alors, quand on regarde les différents essais qui sont en cours, il y a beaucoup d'essais qui sont en phase préclinique, c'est-à-dire chez l'animal ou encore à l'état de concept. En phase 1, vous en avez beaucoup moins, vous en avez 7. En phase 1-2, vous en avez 4. Et avec des premiers résultats véritablement chez l'homme, vous en avez qu'un pour l'instant. Les différentes études les différents vaccins qui sont en phase 1-2 chez l'homme, c'est des vaccins qui sont des vaccins de type vecteurs viraux, adénovirus 5 ou adénovirus du chimpanzé. Les premiers étant développés par les Chinois, les deuxièmes par l'unité d'Oxford avec AstraZeneca. Les ARN avec l'ARN développé par Moderna, la société Moderna en association avec le National Institute of Allergy and Infectious Diseases aux États-Unis, et puis des vaccins ADN, voire des virus inactivés. Alors, quels sont les résultats que l'on a pour l'instant ? Oui, et d'autres vaccins avec un adénovirus 26 et le vecteur rougeole. C'est-à-dire que il est difficile à l'heure actuelle d'avoir un panorama complet de l'ensemble des vecteurs qui sont disponibles. Certains ont déjà bien communiqué autour de leurs vecteurs, et puis d'autres, pour l'instant, font un peu les choses dans leur coin, mais on sait qu'ils avancent très rapidement, et notamment, c'est le cas de Johnson & Johnson avec l'adénovirus 26. Alors, les résultats dans les modèles singes, on a des résultats avec les vaccins inactivés, avec le vaccin de type chip d'adénovirus du chimpanzé, avec les vaccins ADN. On a des taux de protection
qui sont estimés à 100% pour le virus inactivé. Vous voyez que c'est un petit peu moins bien en termes de signes cliniques avec le Shinpadeno dans le modèle singe. Et dans le modèle avec l'ADN, là, on n'a pas du tout de signes cliniques, donc on ne sait pas du tout. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il n'y a pas d'effet délétère dans ces premières études. Enfin, pour l'instant, les résultats, on va dire, sont plutôt modérés et pas avoir 100% de protection dans un modèle singe n'est pas quelque chose qui est très encourageant pour ce que l'on peut observer chez l'homme. On a un essai qui a été avec des premiers résultats chez l'homme d'induction d'anticorps, c'est avec le vaccin de type adénovirus. Et là, il semble que ce vaccin soit capable d'induire une réponse immunitaire. Avec, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, si vous regardez les figures qui sont tout en haut, c'est le taux d'anticorps en fonction du temps. Et la figure du milieu, c'est les gens qui avaient des anticorps anti-adénovirus 5 à faible taux. Et la figure qui est à droite, ceux qui avaient des anticorps préexistants. Et vous voyez quand même que la réponse est moins bonne, puisque l'échelle est logarithmique chez les gens qui avaient des anticorps préexistants. Et encore une fois, c'est ce qui est le cas chez beaucoup de sujets dans les pays, au moins en Occident. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Après, j'avais des choses qui étaient plus sur le temps de développement d'un vaccin, mais j'ai peur d'un petit peu trop dépasser si je développe ce point-là.